Deux missiles, une base effacée. En une nuit, Starokonstantinov, point insignifiant sur la carte ukrainienne, est devenu un gouffre fumant. Pourquoi cette cible? Pourquoi maintenant? Rien dans ce qui s'est produit ce soir-là n'a la banalité d'un simple épisode de plus dans la longue guerre d'attrition. Derrière le fracas, il y avait un message, une rupture et une menace que peu ont vraiment voulu regarder en face. Pour saisir la portée de ce qui s'est joué cette nuit-là, imaginez-vous dans le silence dense d'une nuit d'automne, à plusieurs centaines de kilomètres du front, dans une petite ville de l'ouest ukrainien. Pendant des mois, le nom de Staro-Konstantinov évoquait à peine une note de bas de page dans les rapports militaires occidentaux. Pourtant, en l'espace de quelques minutes, la base est devenue le centre d'attention de chancellerie du monde entier. Dans la nuit du 10 novembre 2025, deux missiles hypersoniques, Kinzhal, la pointe de lance de Moscou, frappent la base aérienne de Staro-Konstantinov. Au sol, les ondes de choc emportent non seulement des hangars et des pistes, mais aussi les certitudes sur lesquelles s'appuyait la défense occidentale. À travers les images d'explosions en chaîne, de cieux illuminés, c'est l'équilibre militaire tout entier qui vacille. Pour bien comprendre, rappelons-nous qu'à chaque guerre, il existe un moment où une simple attaque devient le révélateur de failles profondes. Pensez à la surprise de Pearl Harbor en 1941, un coup d'une audace inédite qui fit trembler l'édifice de la sécurité américaine. Ou encore en 1967, lors de la guerre des 6 jours, quand l'aviation israélienne pulvérisa en quelques heures la quasi-totalité de l'aviation arabe au sol. Ces exemples historiques illustrent comment une attaque bien placée au bon moment peut faire basculer la perception et la dynamique d'un conflit. Longtemps, Staro-Konstantinov n'a été qu'un nom oublié, une croix discrète sur les cartes d'état-major. Mais en coulisses, ce site était devenu l'épine dorsale de l'aviation ukrainienne. Stock de munitions occidentales, atelier de maintenance, tout ce qu'il fallait pour que Kiev frappe loin derrière les lignes. La frappe n'a donc rien d'un geste symbolique. Elle est le signe tangible d'une avancée technologique russe et l'avertissement d'un bouleversement stratégique à venir. Pour donner un exemple concret, imaginez que Staro-Konstantinov servait de point de passage à chaque livraison occidentale stratégique. Missiles Storm Shadow, bombes guidées, pièces détachées pour F-16 et Mirage 2000, tout transitait ici avant de rejoindre le front. Une rupture dans ce nœud logistique, c'est comme sectionner l'aorte d'un organisme. La circulation s'arrête, les défenses s'affaiblissent, la riposte devient impossible. Ignorer cette attaque, c'est s'aveugler sur l'ampleur du choc. Ce ne sont pas seulement les défenses ukrainiennes qui s'effondrent, mais des milliards d'euros, la crédibilité de l'Ouest et l'illusion d'une sécurité collective en Europe. Ici, ce n'est pas une simple base qui tombe, mais l'édifice entier de la doctrine occidentale qui se fissure. Pour comprendre l'impact de cette nuit, il faut revenir à l'histoire et à la position unique de Staro-Konstantinov dans l'architecture militaire ukrainienne. Qui a vraiment décidé que Staro-Konstantinov deviendrait la cible ultime? Et pourquoi ce lieu, cette nuit-là, était-il si crucial pour le sort du conflit? Pourquoi Staro-Konstantinov n'était-elle pas une cible comme les autres? Parce que toute la logistique aérienne ukrainienne dépendait de ce point. À 300 kilomètres du front, ni trop proche pour risquer l'anéantissement, ni trop loin pour rester pertinent, la base incarnait l'équilibre stratégique de la guerre moderne. Après l'invasion de l'année 2022, l'Ukraine, épaulée par ses alliés occidentaux, a métamorphosé ce vestige soviétique. Des millions d'euros ont afflué, pistes rénovées, abris de béton armé, centres de commandement ultra sécurisés, radars de dernière génération. Chaque hangar protégeait des appareils essentiels, chaque bunker des missiles occidentaux hautement sensibles. Pour illustrer l'ampleur de ces efforts, rappelons que le coût de rénovation d'une seule piste d'aviation militaire peut dépasser 50 millions d'euros. Avec plusieurs pistes et abris, les investissements cumulés à Staro-Konstantinov avoisinaient les centaines de millions. Des équipes de spécialistes de toute l'Europe se sont relayées pour renforcer les infrastructures, installer des réseaux de communication chiffrés, des générateurs de secours et des systèmes de brouillage électronique dernier cri. Staro-Konstantinov ne servait pas seulement à faire décoller ou atterrir des avions. C'était le cœur logistique de l'aviation ukrainienne. Les appareils y faisaient en escale avant la ligne de front, s'y ravitaillaient, s'y réparaient. L'aide occidentale y prenait forme concrète. Le matériel arrivé était trié puis redistribué sans délai vers les zones les plus critiques du front. Comme un cœur qui irrigue l'armée entière, tous les flux passaient par ce nœud. La base accueillait les avions occidentaux les plus avancés. F-16, Mirage 2000.
ces noms portaient la promesse d'un rapport de force renouvelé contre la Russie. Leur présence exigeait abris renforcés, protocoles de sécurité inédits et stocks de munitions de haute technologie directement venus des arsenaux occidentaux. Prenons un exemple. Lorsqu'un F-16 arrivait d'Europe occidentale, il devait subir une série de contrôles de sécurité, un ravitaillement et une intégration complète dans le système de commandement ukrainien. Starokonstantinov était le seul site capable de coordonner ces opérations sans délai grâce à sa position et à ses infrastructures uniques. Au centre du dispositif, un poste de commandement nerveux. Des radars scrutaient le ciel jusqu'à l'horizon. Les officiers coordonnaient aux frappes et défenses en temps réel, supervisaient l'évacuation des appareils touchés. Starokonstantinov constituait le pont vivant entre la doctrine de l'OTAN et la réalité du front ukrainien. L'enjeu n'était pas abstrait. La chute de ce carrefour menaçait d'anéantir toute la chaîne logistique, de faire s'écrouler l'édifice de l'aide occidentale. Plus d'abris pour les avions, plus de munitions en transit, plus de soutien technique pour le front. Il suffisait d'une frappe et c'est tout l'équilibre matériel de l'armée ukrainienne qui vacillait. Mais alors, si la base était si précieuse, si bien protégée, comment expliquer la réussite totale de l'attaque russe ? Pourquoi la défense aérienne n'a-t-elle rien pu faire cette nuit-là ? Pour comprendre, il faut examiner de près l'arme qui a tout bouleversé. 2 missiles hypersoniques Kinzhal ont suffi à renverser toutes les certitudes. Voici comment ces armes ont réussi là où tant d'autres avaient échoué. Et si désormais aucune défense au monde n'était capable d'arrêter la nouvelle arme russe, c'est la question glaçante posée par le missile Kinzhal et sa frappe spectaculaire contre la base de Starokonstantinov. Le Kinzhal n'est pas un missile ordinaire. Il est lancé depuis un intercepteur MiG-31K spécialement modifié qui grimpe à plus de 18 km. Une fois largué, le missile s'allume et accélère à une vitesse stupéfiante, plus de 10 Mach. Cela signifie plus de 12 000 km/h, soit 5 fois plus rapide qu'un chasseur moderne. Mais la vitesse n'est qu'un aspect du cauchemar. Lors de sa phase terminale, le Kinzhal peut manœuvrer violemment, changeant de direction en une fraction de seconde. Pour les défenses, la trajectoire devient imprévisible. Impossible de calculer, impossible d'anticiper. Pour bien comprendre, imaginez un gardien de but devant arrêter un penalty, mais le ballon change de direction 3 fois avant d'atteindre la cage. Voilà ce à quoi sont confrontés les radars occidentaux face au Kinzhal. Même les systèmes de défense antimissiles les plus avancés, tels que le Patriot américain ou le CMT européen, ont été conçus pour intercepter des cibles bien plus lentes et prévisibles. Sa capacité de destruction ne tient pas seulement à ses explosifs, mais surtout à sa force brute. Imaginez, un projectile de plusieurs centaines de kilos propulsé à plus de 10 Mach s'abat comme une météorite. L'impact pulvérise béton, acier, abris et radars. Aucun site n'est conçu pour résister à une telle violence. Pour les Occidentaux, la réalité était brutale. Aucun système actuel, aucun radar, aucun algorithme en service n'est calibré pour identifier et neutraliser un missile aussi rapide. L'OTAN et ses alliés ont investi des milliards d'euros dans des boucliers antimissiles sophistiqués, mais ils sont conçus pour des menaces plus lentes, à 5 ou 6 Mach au maximum. Quand le Kinzhal entre dans la zone de détection, il ne reste que quelques secondes avant l'impact. Les équipes au sol n'ont pas le temps de réagir, trop tard pour viser, trop tard pour riposter. L'attaque est inévitable. Pour illustrer ce défi, rappelons qu'en 2023, lors d'une attaque sur Kiev, les défenses aériennes occidentales avaient réussi à intercepter un missile hypersonique, mais seulement sous des conditions idéales, et en sacrifiant plusieurs missiles coûteux pour une seule cible. À Starokonstantinov, la frappe est allée si vite que la réponse était impossible. Cette frappe dévoile l'effondrement brutal d'une illusion occidentale. Des années d'innovation, de doctrine et de dépenses sont soudainement réduites à l'impuissance. Chaque milliard investi dans la défense européenne devient un pari risqué face à la nouvelle réalité de la guerre technologique. La crédibilité de l'arsenal occidental est soudainement remise en cause. Mais la question essentielle demeure, au-delà de la prouesse technique, quel était l'objectif réel de cette attaque ? Qu'est-ce qui se cachait sur la base de Starokonstantinov et pourquoi ce choix précis ? La réponse à cette énigme pourrait bouleverser l'équilibre du conflit. Car ce qui se jouait à Starokonstantinov dépassait largement la simple destruction d'infrastructures militaires. En une seule nuit, un arsenal occidental entier s'est évaporé. Mais au-delà de la violence de l'explosion, quelles sont les conséquences réelles ? Sur le terrain, dans les esprits et dans les coulisses du pouvoir, un séisme vient de se produire. La base de Starokonstantinov n'abritait pas seulement des avions, elle concentrait l'un des stocks les plus précieux d'Ukraine.
Missiles Storm Shadow, bombes guidées de précision, réserves de carburant, centres de commandement, toute l'infrastructure construite patiemment grâce à l'aide occidentale s'est volatilisée en quelques secondes. Ce ne sont pas que des hangars effondrés, ce sont des années d'investissement, d'espoir et de stratégie qui partent en fumée. Première conséquence, la capacité ukrainienne à frapper loin derrière les lignes russes est quasiment réduite à néant. Les Storm Shadow, symboles de la puissance occidentale, ne sont plus disponibles. Les bombardiers restants se retrouvent privés de munitions de pointe. L'Ukraine perd ainsi tout levier sur les cibles stratégiques à l'arrière du front russe. Mais l'impact va au-delà des pertes matérielles. Cette attaque révèle une vérité crue. Avions modernes et missiles sophistiqués ne servent à rien sans une base sûre pour les accueillir, les entretenir et les armer. L'intégration occidentale s'est révélée illusoire. Une seule faille logistique et tout l'édifice s'effondre. Les milliards investis se heurtent à la nouvelle génération de missiles. Aucune défense n'a stoppé les Kinzhal. Pour donner une image, c'est comme si, dans une ville moderne, un seul point de distribution d'électricité était détruit. Toute la métropole s'arrête, les feux de signalisation s'éteignent, les hôpitaux sont plongés dans l'obscurité. À Starokonstantinov, c'est l'ensemble de l'effort de guerre ukrainien qui a été paralysé en un instant. C'est un message brutal adressé aux capitales occidentales. La doctrine d'aide à distance, qui promettait de transformer le rapport de force, montre ici ses limites. Peut-on vraiment soutenir une armée moderne sans contrôle sur le terrain, sans protection efficace contre des armes hypersoniques ? La question n'est plus théorique. Elle s'impose, tranchante, à tous les décideurs. Le choc est aussi psychologique. Pour les Ukrainiens, c'est la désillusion, perte de matériel, sentiment d'impuissance, fragilité dévoilée. Chez les Alliés, le doute s'installe. Leur soutien a-t-il vraiment du poids ? La crédibilité de toute la stratégie occidentale est remise en cause. L'onde de choc n'est pas seulement matérielle, elle est morale et diplomatique. Pour mieux comprendre l'impact psychologique, rappelons le traumatisme des premières frappes de Véon pendant la Seconde Guerre mondiale sur Londres. Les civils, persuadés que la capitale britannique était protégée par la Royal Air Force, découvrirent avec effroi que la technologie pouvait créer des failles inattendues. À Starokonstantinov, ce même sentiment d'impuissance s'est répandu dans les rangs ukrainiens et les chancelleries occidentales. Car ce qui s'effrite ici, c'est la confiance dans l'efficacité de l'aide occidentale et, par extension, la crédibilité de choix politiques majeurs. Si des milliards d'euros d'équipements peuvent disparaître en une nuit, c'est la sécurité collective européenne qui vacille. Face à ce constat, une question: comment réagir ? Comment adapter doctrine, investissement et préparation à la prochaine étape de cette guerre technologique ? Rien n'est plus comme avant. Le choc impose une remise en question stratégique sous la pression d'un adversaire qui dicte désormais le tempo. Peut-on encore croire à l'invincibilité de la technologie occidentale ? L'attaque contre la base de Starokonstantinov arrache le voile de cette illusion. Face à 2 missiles hypersoniques, les milliards dépensés en équipement dernier cri se sont révélés impuissants. Ce n'est plus une question de supériorité, mais de survie. Mobilité, redondance et adaptation deviennent les maîtres mots. Accumuler les systèmes sophistiqués ne suffit plus. Starokonstantinov l'a prouvé, défendre un site par des murs et des batteries ne protège plus d'une percée technologique soudaine. Désormais, aucune base, aucun stock, aucune installation, même à des centaines de kilomètres du front, n'est hors de portée. Cela exige de revoir chaque doctrine, chaque plan, chaque investissement. Pour illustrer, lors de la guerre du Golfe en 1991, les États-Unis avaient misé sur la domination du ciel grâce à leur suprématie technologique. Pourtant, des missiles Scud irakiens ont réussi à frapper des bases à l'arrière, forçant les Américains à repenser la protection de leurs lignes logistiques. De la même manière, l'Europe doit aujourd'hui repenser sa sécurité. L'Europe doit accepter que la sécurité n'est plus garantie par la distance ou l'innovation occidentale seule. Le champ de bataille englobe désormais la totalité du territoire, chaque infrastructure, chaque euro investi. L'ennemi peut frapper là où l'on se croyait intouchable. L'équilibre stratégique s'effondre, les lignes arrières ne sont plus sacrées. Le mythe d'une immunité technologique occidentale vole en éclats. Pendant des années, la confiance dans le Made in Europe ou Made in USA a anesthésié l'esprit critique. Mais la Russie, à Starokonstantinov, a non seulement surpris, elle a momentanément pris le dessus. Cette rupture fissure la confiance dans les systèmes et force une remise en question brutale. Il faut maintenant une lucidité nouvelle,
Investir malgré l'incertitude, admettre que l'innovation adverse avance, repenser la logistique et la doctrine. La guerre de demain récompensera l'agilité, la capacité à anticiper, la rapidité de réaction. Accepter l'instabilité permanente devient vital pour la sécurité européenne, la crédibilité des doctrines et la survie elle-même. Mais alors que faire concrètement? Première étape, multiplier les sites logistiques, disperser les stocks, augmenter la mobilité des unités clés. Comme l'ont montré les Israéliens lors de la guerre du Kippour, il est vital de ne jamais dépendre d'un seul point d'appui. La redondance logistique est une assurance contre l'imprévisible. Deuxième étape, investir dans la recherche contre les menaces hypersoniques. Cela passe par de nouveaux radars, capables de détecter des objets volant à Mach 10, des systèmes d'intelligence artificielle pour anticiper les trajectoires et des dispositifs de leurre avancés pour tromper la précision des missiles adverses. Troisième étape, renforcer la coopération internationale. Face à une menace qui ne connaît plus de frontières, chaque pays européen doit partager ses données, harmoniser ses systèmes de défense et mutualiser ses capacités de réaction rapide. L'OTAN pourrait établir des task forces spécialisées dans la protection contre les frappes hypersoniques en s'appuyant sur des simulations en temps réel et des exercices multinationaux. Quatrième étape, préparer la population et les décideurs à la nouvelle réalité. Cela signifie communiquer honnêtement sur les risques, former des équipes de gestion de crise et investir dans la résilience civile. Une société informée et entraînée réagit mieux, limite la panique et favorise l'adaptation stratégique. Staro-Constantinov n'est pas une anomalie, c'est un signal d'alarme pour toute l'Europe. Décideurs, experts, citoyens, le temps est venu de regarder la réalité en face. Sommes-nous prêts à réinventer nos défenses, à admettre que chaque certitude peut être balayée par la prochaine vague technologique? Mais cette défaite n'est pas qu'un échec matériel, elle bouleverse l'imaginaire stratégique occidental. Jusqu'où la Russie peut-elle aller, et l'Europe saura-t-elle réagir à temps? Quand l'innovation bouleverse la guerre, qui sera prêt? Qui sera la prochaine cible? Ce qui s'est produit à Staro-Constantinov dépasse le simple fait divers militaires. C'est un signal implacable. La technologie impose désormais ses propres règles et l'arrogance des certitudes occidentales s'effondre face à une nouvelle réalité. 2 missiles hypersoniques, quelques secondes et une base stratégique renforcée par des années d'investissements occidentaux a disparu sous la vitesse et la précision du choc. Pendant tant d'années, nous avons cru que les milliards d'euros investis dans la modernisation, les radars, les boucliers, rendaient ces infrastructures inviolables. Ce récit s'est effondré en une nuit de novembre, pulvérisé par une démonstration froide et implacable. Il ne s'agissait pas seulement de détruire du béton, c'était l'affirmation que les doctrines anciennes ne résistent pas à l'irruption du neuf. À Staro-Constantinov, toutes les couches de protection, bunkers en béton armé, batteries anti-aériennes, systèmes de défense flambant neufs, sont restées impuissantes face au Kinzhal. Ce missile conçu pour être inarrêtable prouve que la supériorité ne s'achète pas. Elle se conquiert par l'avance technologique. L'illusion d'un bouclier était totale. La réalité révèle qu'aucun système occidental, aussi coûteux soit-il, n'a su stopper cette frappe. Au-delà de la perte matérielle, c'est la crédibilité même de l'aide occidentale qui chancelle. Les milliards investis, les promesses de sécurité, les discours sur la domination technologique se heurtent à une évidence. À l'Est, la Russie a pris une longueur d'avance. L'Europe réalise soudain que ses certitudes sont vulnérables et que ses stratégies doivent être repensées d'urgence. Ce n'est pas seulement un revers tactique pour l'Ukraine, c'est une alerte pour toute l'Europe, pour tous ceux qui croyaient en la supériorité acquise. La guerre entre dans une dimension nouvelle où la vitesse, la surprise et l'innovation technologique redéfinissent l'équilibre des forces. Désormais, il ne suffit plus d'acheter du matériel dernier cri. Il faut comprendre, anticiper, remettre en question. Rester informé, c'est refuser les illusions du confort. Ici, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la réputation de l'Occident, mais la capacité collective à regarder la réalité en face et à anticiper la prochaine rupture. Staro-Constantinov n'est pas un simple épisode, c'est un avertissement. La guerre du futur ne pardonne ni retard, ni complaisance. Alors, face à ce bouleversement, qui croit encore au mythe de l'invincibilité? Qui scrute les faits derrière les discours rassurants? La réputation, la compréhension et la sécurité collective sont désormais en jeu. Ce qui s'est passé n'est pas une fin, mais le début d'une question vitale. Sommes-nous prêts à affronter la prochaine révolution technologique? Derrière chaque crise, il y a un choix, subir ou s'adapter. L'histoire a montré que seuls les acteurs capables de transformer un choc en opportunité survivent et grandissent.
En 1940, la France pensait son territoire imprenable grâce à la ligne Maginot. En quelques semaines, l'innovation allemande en matière de guerre éclair réduisit ces certitudes à néant. Starokonstantinov, aujourd'hui, est le miroir de cette leçon historique. La base n'est plus, mais la question demeure. Qui réagira à temps? Qui saura innover? Qui deviendra le prochain point faible ou le prochain bastion? La réponse, elle, commence maintenant, avec la lucidité, le courage et la volonté de regarder l'avenir sans aveuglement.